que je vais surtout pas nommer si je pourrais être filmé. Qui avait fait une sortie contre l'opposition antispéciste aux chiens Mira. Il avait argumenté que les chiens Mira, même si on dit on les utilise pour qu'ils rendent service à des personnes handicapées, bien que ces chiens-là, subjectivement, ont des qualités de vie qui sont supérieures à la plupart des autres chiens. Ils bénéficient d'un accès à l'espace public que les autres chiens tendent à ne pas avoir. Ils font plus d'exercices, ils ont plus de sociabilité, puis ils ont généralement plus des choses que les chiens ont besoin dans leur vie, puis que si on voulait, si c'était vraiment les chiens qui nous intéressent en tant que chiens et pas notre pureté morale d'être toujours correct puis d'avoir toujours la bonne position, on devrait être moins opposé aux chiens Mira. Fait que, dans le fond, l'utilisation des animaux est-elle toujours de l'exploitation? Ce que cette personne-là défendait comme position, on peut la comprendre comme ça. Les chiens Mira sont utilisés, mais ils ne sont pas exploités. Obligé d'être d'accord avec cet activiste-là. Genre, si je dis que je ne le nommerai pas, c'est parce que je m'attends à ce qu'on ne soit pas tous d'accord. Mais est-ce que, intuitivement, en y réfléchissant, il y en aurait qui voudraient partager des intuitions par rapport à ça? Ah, oui? Ben, ma première intuition, ce serait de l'exploitation dans le cas où le dressage utilise la punition positive ou négative, puis qu'il n'y a pas de gain pour les animaux dans ces rapports-là, dans ce travail-là. Mais si c'est par renforcement positif ou négatif, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être positif pour les chiens en tant que tels aussi. Okay. C'est des personnes qui veulent présenter. Oui? Mais c'est pas clair non plus que tous ces chiens-là ont des belles vies. Là. Peut-être que la personne avec qui ils partagent leur vie, elle s'en fout un peu de ces chiens-là. Tu sais, je veux bien croire que la plupart les aiment, mais c'est pas nécessairement le cas en fait. D'autres personnes qui veulent. Oui? Moi, en fait, je me demande si on doit considérer juste le fait que ces chiens-là, en particulier, ont un travail, ou après, il y a aussi, de toute façon, tout ce qui vient avec le fait d'avoir un chien comme maître humain. Donc, le fait que les chiens soient potentiellement maltraités, ça vient de toute façon du fait qu'on ait le droit d'avoir un chien, on le considère comme notre chien. Fait ta position sur les chiens Mira, juste clarifier, comme ta position, c'est la donne très clairement. Non, mais ta position, c'est-tu comme par rapport aux chiens Mira en particulier, ou si c'est à tous les chiens, puis en fait, l'idée, ce serait que les chiens Mira, c'est une sorte de chien que tu as dans ta maison, puis que... C'est ça, en fait, c'est pour moi, l'utilisation, de toute façon, est-ce qu'on n'utilise pas déjà notre chien, sans parler de chien Mira, quand on l'a chez nous, parce qu'on a envie d'être heureux quand on le voit. Donc ça m'a l'air d'être de toute façon un débat beaucoup plus gros, qui touche beaucoup d'autres choses que juste les chiens Mira. Moi, j'ai pas d'intuition très nette sur l'exploitation. Est-ce qu'en disant qu'un comportement est de l'exploitation, on peut dire qu'il est forcément injuste, ou est-ce qu'on laisse cette question ouverte de savoir si... Je pense que la plupart du temps, dans la plupart des cas où est-ce qu'on va utiliser exploitation, on va dire que l'exploitation, exploitation est injuste, puis que l'activité pro-tantôt qu'est de l'exploitation, pro-tantôt qu'elle est injuste, mais qu'il pourrait y avoir par ailleurs des considérations à prendre qui feraient qu'une action pourrait être
clairement de l'exploitation, mais être juste à cause d'autres attributs de l'action qui n'ont pas rapport avec le fait qu'elle est de l'exploitation. Ok, donc si le terme est comme ça, est relativement chargé, bon, je dirais que j'ai l'impression que l'utilisation de la Je vais passer à la première slide. Fait que dans le fond, ça passe un peu. L'idée ici, c'est comme on essaie de penser à ce à quoi on pense quand on dit le mot exploitation. Puis c'est quoi que les gens, comme dans la vie de tous les jours, quand ils font des évaluations d'une action, puis qu'ils disent ça c'est de l'exploitation. Tu les gens qui voudraient essayer de proposer une définition. Oui? Au sens non péjoratif du terme, ce serait d'utiliser des ressources, je pense. Mais Ouais. au sens où on l'entend dans le cas de la cause animale, je dirais que c'est un rapport inégal, humain et non humain, où on utilise les animaux sans leur donner rien en retour. Hugo? Je dirais un peu dans la même direction. En fait, je dirais que l'exploitation, c'est l'utilisation de ressources. Puis quand on l'applique à quelque chose comme une conscience qui est sentient, je ne sais pas c'est quoi en français, c'est là que ça devient péjoratif. Je pense pas que ça change le sens du terme, mais que l'application à un être humain ou à un animal fait en sorte, alors que ce serait le même terme que pour du matériel ou d'une machine ou quelque chose comme ça, fait que ça devient péjoratif. Moi, je le verrais comme ça. C'est que genre traiter un L'utilisation animal du ou une matériel, ça personne serait, comme ouais. si c'était du matériel Exactement. ou comme si c'était une ressource. Il y a un bagage philosophique en arrière de ça qui pourrait défendre une conception comme ça d'exploitation. On va y revenir tantôt. Mais ouais, ça se défend bien, ça se défend bien. Fait que dans le fond, si je vais avec sur l'hypothèse un peu naïve, encore une fois, sans me rentrer trop profondément dans la philosophie, je pourrais dire que l'exploitation, c'est la sorte d'utilisation qui se fait avec violence. Puis, dans le fond, même si la personne, elle est d'accord avec le type d'utilisation, s'il y a une menace de contrainte, s'il y a une égalité qui est renforcée par des formes de violence ou des menaces, on pourrait parler à ce moment-là d'exploitation. Et le problème avec cette conception-là, c'est un peu circulaire, puis c'est pas sûr que c'est éclairant. Que si je dis, une autre façon de le dire, ce serait que l'exploitation, c'est de l'utilisation injuste. Puis là, on tourne encore un petit peu en rond, puis on a l'impression que les utilisations que j'aime, je vais les appeler des utilisations justes, ou des accords ou des contrats, puis les utilisations que j'aime pas, je vais les appeler des exploitations. Puis que j'ai pas comme une bonne base pour essayer de y réfléchir. Puis j'ai pas une base philosophique solide pour y réfléchir. Fait que je vais essayer de... Fait que ce que je vais faire, c'est je vais présenter 3 types de théories politiques à partir de laquelle on peut essayer de réfléchir à la notion d'exploitation, puis par proxy peut-être aussi à la notion de violence, puis penser à notre rapport, qu'est-ce que ça veut dire pour notre rapport avec les animaux, puis j'ai aussi expliquer pourquoi est-ce que je trouve que ces conceptions politiques traditionnelles sont, à mon sens, insuffisantes pour penser nos rapports avec les animaux. Fait que la première affaire que je voulais parler, c'est le consentement. Parce que
Première théorie politique dont je vais parler, ça va être la théorie du contrat. Puis, normalement, dans la théorie du contrat, à la base de cette théorie-là, il y a la notion du consentement. Puis, le problème avec le consentement, c'est que c'est compliqué. Il y a plusieurs sortes de situations qui sont... de complications qui apparaissent avec le consentement. Comme par exemple, mettons dans le cas le plus clair, c'est la notion de permission. Permission, c'est si je donne mon accord à une personne d'avance. Comme supposons, je donne d'avance à mon coloc la permission d'utiliser un objet de la cuisine, puis arrivé l'heure, il décide de effectivement utiliser l'objet de la cuisine. Une fois rendu l'heure, ben, il y avait la permission, donc il peut présumer qu'il y avait un consentement. Le problème, c'est que vu que le consentement est révocable, il n'y a pas la garantie que quand le moment est arrivé d'utiliser l'objet que j'y avais donné la permission d'utiliser, que le consentement n'a pas été révoqué. Puis là, si on commence à parler de permission, bien là, c'est quoi la garantie que j'ai que le consentement n'a pas été révoqué entre le moment où est-ce que j'ai eu la permission et le moment où est-ce que j'ai utilisé le droit que la permission me donnait? Acquiescement, ça c'est si quelqu'un dit je peux-tu passer devant toi, je suis dans la file, je suis pressé. Là, tu dis ah ben oui. Puis tu réfléchis pas trop, puis parce que la personne te l'a demandé, tu dis oui. Et tu t'opposes pas. Puis, fait que ça, c'est des formes d'acquiescement, où est-ce que la personne, on voit qu'elle réfléchit pas super beaucoup aux conséquences de dire oui, mais qu'elle va le faire pour un peu comme pas être dans tes jambes ou pour ne pas déplaire ou par souci de préservation de l'ordre social. Puis l'acquiescement, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en psychologie sociale. Consentement implicite de poursuite d'une activité en cours. Là, c'est le même problème que dans la permission, à savoir que si j'entre dans une voiture en demandant à mon frère de me conduire quelque part, ben, il y a une présomption que tant que je suis encore dans la voiture, ben, je consens encore à me faire conduire à cet endroit-là. Mais le consentement est aussi révocable, donc c'est pas parce que je suis encore dans son char que je consens encore à l'activité. Puis que là, faudrait qu'il y ait donc il faut penser qu'il y aurait des moyens pour moi d'exprimer que je veux débarquer de la voiture quand je suis dans le char avec mon frère ou dans toute comme activité comme ça qui peut se poursuivre. Le consentement implicite de façon générale, c'est si à toutes les semaines, je demande à mon coloc si je peux lui emprunter la télévision pour regarder un film, puis que éventuellement je pourrais arrêter de demander puis m'attendre à ce que la réponse ce soit oui. Ou si à toutes les semaines, je demande à mon coloc si je peux recevoir des amis pour faire une soirée, puis c'est toujours à la même heure. Éventuellement, je finis par prendre pour acquis que le consentement, je vais l'obtenir, puis j'arrête de le demander. C'est une situation de consentement implicite. Il y a une autre version de consentement implicite, puis c'est celle où est-ce que, si jamais je me promène,